Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui de la semaine 41, qui s'est écoulé du 6 au 12 octobre. On va parler de un film et de 7 mangas que j'ai lus cette semaine-là. On est un petit peu en retard. Je commence l'épisode à l'enregistrement 2h40 après l'heure à laquelle il est censé sortir. C'est pas comme si j'avais eu une semaine pour bosser dessus et le week-end pour rattraper mon retard si jamais j'en avais. Faut croire que si. Euh, 2 soirs dans la semaine, c'est compliqué parce que je grimpe. Certes, ça m'en laisse 3. J'ai pas bossé parce que c'est embêtant, on va dire, de bosser après le boulot. T'as pas envie de faire ça. Certes, ça s'entend. Et hier et aujourd'hui, alors je suis allé grimper, je suis allé chez ma grand-mère, mais le reste du temps, j'ai fini Donkey Kong Bonanza à 100%. C'est ça qui m'a pris un temps de fou. On en reparlera dans le prochain épisode. Mais je pensais être plus proche que ça de la fin. Là, j'ai vraiment joué longtemps pour terminer, et c'est terminé. Et du coup, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait sur la semaine dernière et que je pourrais raconter? C'est une bonne question encore une fois. De ce que je vois dans mon album photo, c'était pas mal de moments en famille, donc non, ouais, je crois que c'était une semaine un peu tranquille qui a fait du bien après la semaine en mode zombie que j'avais traversé juste avant, où j'avais littéralement aucune énergie pour rien. Là, c'est la motif qui est pas venue et j'avais pas eu grand chose de fait, mais j'avais l'énergie. C'est déjà ça, écoute. Ben, tant mieux, hein, si j'ai pas des milliards de choses à dire pour l'introduction. On va pouvoir filer. En même temps, on a pas mal d'œuvres à traiter et on est déjà en retard, donc ce serait bien de pouvoir y aller. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous allez, à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, et à me dire ce que vous avez découvert récemment. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai découvert Rushmore et j'ai passé un bon moment. C'est un film de Wes Anderson, son deuxième si je ne m'abuse. J'ai découvert ce bon Wes avec The Grand Budapest Hotel. Depuis, j'ai découvert uniquement The French Dispatch chez moi en rattrapant ce qu'il a fait. Et je suis allé voir Asteroid City et The Phoenician au cinéma à leur sortie. Donc il m'en reste... Ah aussi, j'ai rattrapé à bord de Darjeeling Limited récemment aussi, dont on a parlé il y a quelques épisodes de ça. Techniquement, il reste encore un petit paquet à découvrir. Il m'en reste 7 à découvrir encore. Donc, intéressé par sa filmographie, voir comment est-ce qu'il arrivait à faire cette forme très jolie et ces fables dans des fables, dans des fables, dans des fables. Donc, j'ai découvert son deuxième film avec Rushmore. C'est ses débuts, ça se ressent aux côtés de la plastique. Les images sont carrées et plutôt bien construites, mais il n'y a pas de couleurs fantasques, c'est moins poussé sur la symétrie, c'est moins de l'image hyper jolie pour de l'image hyper jolie. Mais ce n'est pas tout, c'est également le début de Schwartzman au cinéma, et donc leur première collaboration, qui s'est répétée dans plusieurs films après celui-ci, et sa rencontre avec Bill Murray, et le début de leur relation qui va s'étaler sur plusieurs films après celui-ci. Donc, ben, c'est évidemment un film plutôt important dans sa filmographie. Je l'ai écrit dans la mini-critique, la forme est plus classique. Tu sens un peu moins la patte Wes Anderson dans l'image ou dans le montage, mais t'as déjà un fond particulier dans lequel tu retrouves un peu ces thématiques récurrentes. Un peu famille dysfonctionnelle, entre parenthèses, d'amour rocambolesque, parce que on a un jeune très confiant à l'école et un vieux très désabusé dans le monde du travail qui arrivent à créer une amitié ensemble par des circonstances qu'on découvre dans le film. Le problème, c'est que les deux tombent amoureux de la même personne qui a, selon moi, l'âge correct pour aucun des deux.
Elle est genre fin vingtaine, début trentaine, je dirais. Et ses prétendants ont 15 ans et bien la cinquantaine. Il y en a un des 2 qui est légal au moins, mais c'est pas peut-être le top du top. Et j'aime beaucoup découvrir à quel point cette histoire d'amour est poussée extrêmement loin. Peut-être un peu du côté du harcèlement, d'ailleurs, et ça c'est pas non plus, une super chose à voir. Parce que, les 2 personnages masculins vont se montrer assez régulièrement sous leur pire jour et se détruire petit à petit leur réputation, leur situation, qu'ils aiment ou pas, leurs relations, les beaux yeux de celle-ci. Et c'est encore plus dommageable et plus triste quand tu sais que de base, c'est une relation qui est un peu vouée à l'échec. Soit parce qu'elle est illégale, soit parce qu'elle est un peu trop dans la différence. Mais c'est cool, ça fait un film bon enfant parce que c'est très au niveau, des écoliers et des jeunes de 15 ans, qu'on suit principalement, mais avec une énergie de désespoir immense pour tout faire pour lui plaire, avec, le sauvetage du latin, la création d'un aquarium, heu, la suivre partout, la draguer très ouvertement, être horrible avec ses autres prétendants, lui faire croire que tu as eu un accident pour être invité chez elle et l'embrasser. Moult choses qui sont pas forcément de bonne qualité, dira-t-on. J'aime beaucoup le passage de baston à distance entre Murray et Schwartzman, qui commencent à, du coup, à se déplaire l'un l'autre et à se faire des crasses, très violentes et romancées. Ça marche bien. Il y a un peu de mise en abîme parce que le personnage principal est un grand fan de théâtre et met en scène au moins 2 pièces qu'on voit dans le film et qui sont importantes, pour créer du conflit, puis pour résoudre pas mal de choses. Et surtout, une des choses qui m'a le plus touché, c'est, la perte de situation du jeune qui, à cause de ses bêtises, perd toute sa place à l'école et tout le kiff qu'il y trouve, alors que c'est vraiment, tout le max de sa vie et son plus grand amour, Rushmore, finalement. Il met du temps à s'en rendre compte, il met du temps à retrouver sur le droit chemin. C'est très cool à voir, franchement. Pour un deuxième film, c'était très bon. Et je me rends compte que maintenant que depuis tout à l'heure, c'est affiché un gros B au-dessus de ma tête, mais c'est pas ça la note que je mets au film. Parce que, ben, comme vous l'avez vu, mon retour n'était pas moyen. J'ai bien aimé, j'ai dit. Il s'agit d'un A, d'un A, d'un A. Oh, l'idiot. Ça, c'est une bonne, mise en bouche. Ensuite, j'ai terminé mes rattrapages du mois de septembre avec un nouveau volume de la collection, Cours au savoir, intitulé «Le complexe d'infériorité», qui est écrit à la base par Alfred Adler. Je sais ce qui m'a pris du temps cette semaine en plus de Donkey Kong Bonanza. J'ai rangé ma mangatech pour la première fois depuis l'emménagement, donc il y a 4 mois. Donc il y a pas mal de boulot, j'ai changé un peu l'ordre pour séparer bien les séries terminées et les séries en cours. Et tous les trucs d'occasion que j'ai eu récemment, donc les JoJo qui étaient là et les High Shield 21 sont dans l'étagère aussi maintenant. Mis différemment pour que je vois bien que je les ai pas lus, mais ils sont dans l'étagère aussi. Ça a pris un peu de temps de décaler 2000 mangas. Voilà, merci de parler de manga, ça m'en a rappelé cette histoire. J'ai beaucoup aimé ce cours au savoir. Si vous vous référez à l'épisode de la semaine dernière, c'est pas toujours une grosse réussite, les cours au savoir. C'est, plus ou moins intéressant en fonction du sujet, régulièrement assez moche et pas super bien mis en scène et régulièrement des idées avec lesquelles je suis pas d'accord de fou. Là, c'est plus simple niveau idée, donc bah, je suis plutôt d'accord. En fait, on a plus ou moins une Mary Poppins japonaise qui arrive en tant que femme de ménage dans une famille, qu'elle représente comme des serpents qui se battent entre eux et qui se sont fait des nœuds les uns les autres. Et donc tout le groupe est bloqué et ne peut plus bouger. Et donc c'est très malin de voir sa vision de la famille, ce qui peut les bloquer, comment les débloquer et comment faire face aux non-dits et aux problèmes. Donc elle répartit petit à petit les 3 enfants, puis les 2 parents, avec des sujets assez simples mais qui marchent bien. Être le plus jeune et le petit dernier, ça t'empêche pas de pouvoir tout faire.
Bien au contraire, même c'est à ce moment-là que tu as le plus de voix devant toi et que c'est le moment où il faut tout tenter. Un peu importe le résultat, tu vois? C'est le moment où ils ont tenté le plus de choses possibles. Que être inférieur, se sentir inférieur, que les gens te disent que tu es inférieur, ça peut être une force. Souvent, les plus grands artistes, c'est ceux qui étaient, brimés et qui se sentaient inférieurs et qui ont fait le plus d'efforts pour essayer de contrer cette infériorité. Le complexe de supériorité qu'on se force, à afficher parce qu'on est inférieur et qu'on se sent inférieur à l'image qu'on a, et ben, ça t'isole parce que, bah, tu plus du tout, à ton niveau et à ton dosage. Mieux comprendre les personnes autour de soi, que ce soit tes enfants ou tes parents et la façon dont ils montrent leur amour, parce qu'il y en a forcément, permet d'accepter la joie et de se sentir mieux. Prendre ses responsabilités pour bosser, c'est bien, c'est important, faut le faire, mais bon, bah, si on peut avoir ce qu'on aime en même temps, c'est cool. C'est des idées très simples, mais c'est des bons guides de vie et surtout, c'était plutôt mignon de voir cette petite famille se réparer petit à petit. Parce qu'à la base, les personnages, c'est quand même des sacrés connards, hein, il y a des tentatives de meurtre, des tentatives de fuite avec de l'argent, des tentatives de meurtre une deuxième fois, de la haine envers ses enfants qui redeviennent normaux. C'est pas évident. Et donc c'est plutôt mignon quand ça se répare petit à petit. Niveau philosophie, je suis pas sûr que ce soit très poussé. Je n'avais jamais entendu parler de cet écrit, ni de cet auteur, et maintenant je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup plus. Mais c'était un petit one shot sympathique. C'était pas, l'idée visée, mais c'est le résultat obtenu. Ensuite, j'ai continué ma petite lecture de manga d'occasion une bonne partie de la semaine. On va donc pouvoir aller un chouille plus vite, je pense, parce que traiter 4 mangas d'affilée de la même série, c'est quand même un peu plus rapide que 4 mangas différents, je suppose. Il y a moins d'à côté à dire. J'ai donc lu le volume 2 de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. J'ai bien aimé aussi, ce qui me donne un A. C'est à 100% sur les frères Ninjimura. Ça commence par affronter Okuyazu. Le combat est facile et assez inintéressant parce qu'il a un pouvoir. J'ai écrit pouvoir de merde, c'est un peu plus compliqué que ça. Son pouvoir est très cool et il peut faire disparaître l'espace entre lui et une cible un peu plus loin en faisant juste ça avec son bras. Ce qui fait disparaître l'espace entre les deux. Le problème, c'est qu'il s'en sert très mal, qu'il attire un peu tout et n'importe quoi sans faire attention, et qu'il se fait avoir comme ça. Bon pouvoir, mal utilisé parce qu'il est tout bête. C'est pas très intéressant. On passe alors à son grand frère, qui est quand même normalement le cerveau du duo. Le problème, c'est que Keisho est un sacré connard. Il attaque tout et tout le monde. Il fait même bien mal à son petit frère. Petit frère qui finit par être sauvé et par devenir pote avec notre personnage principal. Classique, émancipation d'une figure parentale, dira-t-on. Waouh. D'une figure parentale, dira-t-on, abusive et autoritaire pour être un peu plus libre et heureux. C'est très bien. Le narrateur développe son stand, qui est pour l'instant inutile, c'est un œuf qui ne fait rien. Heu, le pouvoir de Keicho me fait penser, à la fois aux soldats de Toy Story et aux petits soldats de n'importe quel, jeu ou truc comme ça. Récemment, donc ça me fait penser aux petits soldats dans Chibi-Robo, que j'ai découvert, récemment. Les robots, pas le jeu encore, mais vu qu'il est sur, l'online de la GameCube, de la Switch 2, je pourrais peut-être y jouer un jour. Il a une mini armée qui contrôle. C'est un peu naze comme, visuel pour un pouvoir. Mais ça marche bien, hein, ça reste des mini flingues. Heu, combat, j'ai pas grand chose à en dire de plus, c'est juste le pouvoir du stand de Josuke. J'aime bien, le côté, héroïque du duo. Les 2 ont gagné leur combat, ils pourraient partir tranquillement, mais les 2 s'enfoncent plus loin dans le manoir qui fait peur, pour essayer de détruire l'arc et la flèche qui créent des stands pour essayer de limiter la merde dans leur ville. Et ça permet surtout d'avoir,
une fin d'arc très mignonne avec le père des deux Zigoto Nijimura, qui est extrêmement mignonne. Parce que Keisho et Okuyasu étaient des connards parce qu'ils voulaient trouver un stand puissant pour tuer leur père. Mais grâce à Josuke, ils apprennent que leur père est sauvable. Et donc ça change un peu, littéralement, toute leur vision du monde et tous leurs objectifs. Ce qui marche bien. Et ça termine l'arc par une perte un peu dure, histoire d'avoir offert déjà un arc complet à Okuyasu qui va rejoindre le groupe. Bête qui fait que suivre son frère, dégagé par son frère, sauvé par un ennemi, et donc t'as envie de le suivre parce que t'es curieux sur qui il est. T'apprends que son père est en vie, donc tu changes d'envie, tu veux le sauver au lieu de vouloir le tuer, tu perds ton frère. Tout de suite, ça fait beaucoup pour un personnage. J'espère qu'il va évoluer dans les prochains volumes. Encore. Pour l'instant, je viens de lire le tome 7 aujourd'hui. C'est pas le personnage qui évolue le plus et qui est le plus utilisé. Mais le volume. Derrière, j'ai lu le volume 3 de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Celui-ci est un peu plus moyen, malheureusement. On a deux arcs différents, avec deux affrontements bien différents. Le premier est pour Koichi. Il se fait emmerder par un voyou qui a un pouvoir très cool. J'aime beaucoup la façon dont il l'utilise et dont c'est montré. Il peut mettre des gros cadenas sur le cœur des gens, ou qui sortent de leur poitrine comme ça en immense, liés à la culpabilité qu'ils ressentent vers lui. Et donc, il s'amuse à faire fauter les gens, genre s'entraîner à côté d'eux en disant « Tu m'as fait tomber !» Off, pour avoir un peu de culpabilité. En jouant sur le fait que « Ah là là, votre fils il m'a volé plein d'argent, il m'a cassé la gueule, c'est vraiment une merde, pourquoi vous l'avez élevé ?» Hop, culpabilité au max. « Oh là là, vous m'avez mis du thé partout, même si c'est moi qui vous ai donné un coup volontairement. » Hop, culpabilité au max. J'aime beaucoup ce comportement de petit connard et ça marche bien comme stand. Et surtout, c'est la première débrouillardise toute seule de Koichi, le narrateur. Dans le premier, il a suivi. Dans le deuxième, il a débloqué son pouvoir, qui n'a rien pu faire. Et dans celui-là, il débloque son vrai pouvoir, peut agir directement dans les oreilles des gens, s'en sort tout seul, grâce à l'amour de sa mère. Mais si sa mère a de l'amour, c'est pas pour rien non plus, donc ça marche très bien. Et derrière, ils poursuivent un lycéen qui possède un stand qui peut imiter le corps, la voix et les déplacements d'une personne en particulier. Et une fois que cette personne est imitée, c'est elle qui se retrouve à imiter les mouvements du pantin. Donc ça peut être à la fois terrifiant parce que tu peux infiltrer des trucs sans que personne s'en rende compte, terriblement dur pour celui qui est copié parce qu'il peut plus rien faire vu qu'il est contrôlé, on va dire, quand il est à proximité. Mais je trouve que la poursuite du pantin et de son manieur est un peu longue. C'est une course-poursuite pour savoir qui arrivera en premier à Jotaro, pour savoir s'il survivra ou pas, en fonction de qui arrive en premier. Mais c'est juste long. C'est important, parce que toute la conclusion de cette course-poursuite se joue sur le duo de personnages principaux, et surtout sur les bêtises qu'a fait le lycéen en chemin, qui lui retombe après, parce que finalement, même si t'imites quelqu'un d'autre, les choses peuvent retomber sur toi, une fois que c'est dévoilé. Ça marche, les deux affrontements sont originaux, mais ça reste assez léger et assez oubliable. Alors qu'il y a une étape importante pour Koichi, hein. Mais les deux, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. On attaque la deuxième moitié de cet épisode avec le volume 4 de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Volume 4. J'ai bien aimé. Un arc / affrontement qui prend tout le volume. Encore une fois centré sur Koichi. Encore pour faire évoluer son pouvoir. C'est drôle, j'aime bien cette construction. Au 1, il suit. Au 2, il fait paraître un 9. Au 3, il a un pouvoir. Au 4, il a un pouvoir bien meilleur.
Parce que, celui-ci a une prétendante très insistante et très terrifiante, en la personne de Yukako. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus caché au début. Genre, tu vois qu'elle le suit et qu'elle se rapproche parce qu'il a pris en confiance récemment et qu'il est devenu un peu plus attirant. Tu laisses planer, quelques indices, puis, tu la vois au loin s'énerver, quand, tu vois genre quelqu'un qui se rapproche de Koichi, le jour d'après elle est plus là, et tu vois, tu une petite montée en puissance et Koichi qui se met à poser des questions genre: «C'est bizarre, il y a plus de monde qui m'entoure, mais après il y a vite plus personne». En plus elle est un petit peu à cheval sur, ce que je suis censé être et me laisse pas le choix d'être qui je suis vraiment. Le problème, c'est qu'elle est très vite, très encombrante, très jalouse, très terrifiante et qu'elle fait des conneries avec ses cheveux, qui sont son stand, très rapidement. Et pour un arc centré à 100 sur elle, ça aurait pu mériter un peu plus de temps pour être, mis en place. C'est pas mauvais pour autant, hein, l'arc est bien, parce que, ben, tu vraiment ce côté de vie de jeune classique dans un petit village, comme ça, avec des conseils d'amour, par les potes, essayer de comprendre les filles qui sont vraiment pardon pour le micro, incompréhensibles, dis donc. Ça valait bien un coup de frapper le micro pour ça. Mais dans laquelle tu ajoutes des stands dans tous les sens qui font pousser les situations, beaucoup plus loin. Et l'arc se conclut par un huis clos éloigné du monde, où Koichi n'a pas d'autre choix que de se débrouiller tout seul, parce qu'il a pas de moyen de contact avec l'extérieur et est enfermé. Et j'aime bien la partie juste enfermement où il suit, qui me donne un peu une vibe à la Misery de Stephen King. Où une dame rencontre quelqu'un qu'elle affectionne particulièrement. Ce quelqu'un le déçoit un peu parce qu'il n'est pas vraiment comme il l'imaginait, mais elle s'en fout, elle a le temps, elle est seule avec lui, il peut rien faire. Elle va le transformer à sa façon pour qu'elle lui plaise, comme il l'imagine. Et après, donc, évolution du pouvoir à la Donkey Kong Bananza, à la Pauline de Donkey Kong Bananza. Et beaucoup de débrouillardise, beaucoup de courage, beaucoup d'envie. Koichi est agréable à suivre. Depuis le début, il me fait penser à Satoru, je crois, dans Areadi, celui qui peut démonter les objets en les touchant, qui est le narrateur, mais pas le personnage principal d'Areadi, et qui a une émotion de personnage, qui prend du courage auprès de celui qui est vraiment le héros, et qui a un pouvoir beaucoup plus fonctionnel, et qui évolue bien. J'aime bien ce genre de personnage, et donc j'aime bien ce volume-là. Ensuite, j'ai lu le volume 5 de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, et j'ai adoré. Il a deux parties bien différentes. Une partie très tranquille où Josuke et Okuyasu vont manger dans un restaurant avec un accent italien raciste. L'arc est donc exceptionnel. Non, j'aime bien le suspense qui se joue là-dedans. Comme tous les arcs de Jojo, il y a forcément un stand ennemi derrière tout ça. Et justement, Okuyasu mange son repas, a l'air de souffrir de fou en pleurant des kilolitres, en voyant ses tripes sortir, en voyant sa peau partir en morceaux. Ce qui est quand même des choses plutôt compliquées et désagréables qui ont l'air d'être terrifiantes. Mais à chaque fois, c'est pour le réparer et qu'il aille mieux au global. Le twist, c'est que le cuistot est gentil. Il est juste fan de bouffe, et son pouvoir est en lien avec ça. Il peut retirer tout ce qui est mauvais dans le corps des gens, ça leur fait mal un temps, mais après ils sont exceptionnellement bien. Et le suspense sur sa gentillesse ou pas marche bien, parce que ça reste quand même d'une démonstration bizarre des pouvoirs en cuisinant, et qu'il apprécie pas trop quand les gens viennent fouiller dans sa cuisine. Arc léger, qui raconte pas grand chose sur nos deux zigotos, mais qui fait du bien après un arc un peu plus dur avec Koichi et Yukako. Et qui est important pour conclure cette première partie dans l'arc suivant, où on a Red Hot Chili Peppers qui arrive à nouveau, donc le stand qui a volé l'arc et la flèche et qui crée des stands partout, qui vient directement chez Josuke. Beaucoup le principe du stand.
Visuellement et au niveau du caractère, ça ressemble un peu à un Freezer Cell, électrique et extrêmement sûr de lui. Et évidemment, les trucs agréables avec les personnages sûrs de lui, sur d'eux, c'est quand ils se font, démarrer sans rien pouvoir faire. C'est, très agréable de le voir se prendre des grosses tartes dans la gueule et échouer très fort. Et après, comme c'est un stand électrique, le but c'est de le couper de toute source d'alimentation pour pouvoir l'affaiblir petit à petit et le défoncer. J'aime beaucoup quand il y a des éléments aussi évidents. Genre, la règle est simple, tu dois isoler l'électricité. Comme le truc liquide, tu vas t'isoler de tout ce qui était liquide au début du tome 1. Ça marche bien, les règles sont précises. Et tu peux jouer pas mal là-dessus sur des pièges malins. Tu vois, ils se mettent dans une zone sans rien, mais il y a une moto, mais il y a des trucs sous terre. Il y a plein de trucs bien trouvés. Il y a plein de trucs souterrains, mais qui sortent dehors, donc tu peux être bien piégé par lui. Et surtout, il va être temps pour Okuyasu d'évoluer. Lui aussi est sûr de lui, il isole facilement le stand électrique. Le problème, c'est que le stand électrique le bluffe. En mode est-ce que j'ai encore la force de survivre ou pas, hein? Tu sais pas, tu peux peut-être me tuer maintenant avant que les autres viennent, on sait pas, hein. Et il s'en sert pour pouvoir s'enfuir et le tuer. Bon, après, on est dans une partie où la mort et les dégâts font pas si peur que ça, malheureusement, c'est un peu un gros défaut. Mais, ouais, Okuyasu doit évoluer. Il a jamais réfléchi par lui-même. Qu'il ait fait l'erreur une fois, pourquoi pas. Va pas falloir que ça se reproduise trop souvent, que ça soit porté que sur ça son personnage, sinon ça va être chiant. Mais beau suspense en fin de volume pour essayer de sauver Joseph, qui approche dans cette partie également. Très bon volume. Jonathan. Joseph. Et en plus de ça, j'ai oublié de mettre le son pour prouver que c'était un S. Du coup, ben, le voilà maintenant. Franchement, je m'en sens bien aujourd'hui, hein. Je mets pas les bonnes notes à l'écran, je mets pas le son au bon moment. Nickel, bon boulot, hein. Nickel. 11 minutes d'appel avec le padré au milieu de l'enregistrement du podcast. Yes, ma voix n'avait que ça à faire, bien évidemment. Mais ça va, depuis quelques temps, vu que c'est plus régulier, j'ai moins mal à la voix en fin d'enregistrement des épisodes. Je bois plus, je fais plus de pauses, je fais plus attention, ça marche mieux et je suis moins détruit à la fin, dira-t-on. Ensuite, j'ai lu le volume 5 de Brisé par ton amour. J'avais lu les 4 premiers avec la première édition quand Meian m'avait envoyé les volumes. Donc ça fait un petit moment parce que c'est quand j'étais blogueur. Et je ne suis plus blogueur. J'avais reçu 27 tomes gratuits de Meian. Waouh, quel influenceur de fou! Et tout ça, ça m'a forcé à terminer toute la série moi-même, que j'aurais jamais commencé sans ça. Quel influencé de fou! En plus, elles sont pas toutes bonnes. Celle-là, pour le coup, ça va, mais elle est plombée par son rythme de merde. Ça fait je sais pas combien de temps que j'avais pas lu cette série. Là, j'ai juste rattrapé le volume en plus de la nouvelle édition. Et il y en a pas d'autres prévus avant un petit moment, alors qu'il y a 9 volumes au Japon, je crois. Juste, ben, Meian a fait une nouvelle édition, en ressortant les 4 premiers, pour sortir ce nouveau cinquième, et rien après. J'étais donc plus dans les personnages, dans l'univers, dans l'intrigue, dans quoi que ce soit, mais c'est suffisamment dur et violent et réaliste pour revenir plutôt facilement dedans. Ça ouvre sur un chapitre plutôt mignon, avec son ami qui se passe très bien, parce que à la base, son ami est un peu une connasse, mais c'est un peu une carapace qu'elle s'est forgée pour se protéger. Et une fois qu'elle est brisée, elles sont mignonnes toutes les deux. Et c'est agréable de voir une amitié fonctionner et se soutenir comme ça, même si derrière, après, t'es pas forcément dans le meilleur état. Et après, ben, tout le reste du volume est sur le crush du personnage principal, qui est un fan de baseball, qui s'est cassé le bras et qui se met un peu dans la merde et tout le monde à dos. Il est à fond pour son rêve, pour se donner à fond, pour faire du sport, pour aller en entraînement quand même, pour essayer de pas perdre la main, parce qu'il a le bras cassé.
et pour, ne rien laisser tomber. Du coup, il écoute aucun conseil et est désagréable avec, tout le monde. Est-ce que c'est forcément la bonne chose à faire, de te mettre en conflit avec tout le monde, quand tes rêves sont physiquement durs à tenir sur le moment? La réponse est plutôt évidente et il fait pas le bon choix. Parce qu'il est, super égoïste. Il empêche les gens de le comprendre, il refuse catégoriquement de comprendre les autres et vu que le personnage principal est, très fragile, ça le pousse à faire des mauvais choix pour, sentir un peu, «d'amour» entre guillemets. À la fin, ils sont mignons tous les 2 quand ils essayent de se comprendre, qu'ils discutent et qu'ils évoluent un peu dans leur relation, même si la dernière phrase qui est balancée n'a aucun sens. C'est un poil rapide, c'est pas ça qui va réparer, quoi que ce soit. Même si tu mets un truc longiligne dans un trou, hein, tu vois? Ça va bien se compléter, mais ça va pas réparer grand chose à la longue. Parce que le truc longiligne, après, il va moins remplir. Eh, les métaphores, je suis un gros poète, moi, hein. Le problème, c'est que, le volume est sale pour rien, en allant, dans les gens qui s'engueulent, qui se détestent, en allant dans la prostitution, alors que les personnages pourraient, discuter. L'univers est dur, les personnages sont cassés déjà de base, mais là, ils abusent quand même un petit peu, de la chose et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Lecture dure, pas aidé par le rythme, pas aidé par le rythme futur non plus, qui peut-être sera inexistant. J'aurais enchaîné avec les autres, j'aurais gagné 1 point. Sur 5, ça aurait été énorme. Énorme! Et j'attaque enfin la dernière œuvre de cet épisode, qui était censé sortir il y a 3h47. Oupsie! Mais il sortira ce soir. C'est déjà pas mal. On a déjà connu des retards beaucoup plus grands dans cette émission au départ, et dans sa version mensuelle aussi. Donc bon, à 5-6 heures près, c'est pas si pire. C'est Casimir? Ouais, super l'humour, ça marche bien. Ouais, la fin de l'arc du musée de Sakamoto Days dans son volume 19. On a le trio, de l'époque de Sakamoto qui est reformé, qui est très mignon et très fonctionnel. Alors qu'il y en a 2 qui ont bien changé depuis l'époque. Mais bon, en une 20 ou trentaine d'années, qu'est-ce qui est le plus terrifiant? 2 qui ont beaucoup changé ou un qui n'a pas changé du tout? La question, elle est vite répondue. Volume très centré sur, Uzuki, le grand méchant de la bande de Slur, pour le rendre à la fois plus dangereux et plus complet. En fait, dès qu'il est en danger de mort, il invente, une personnalité qui imite la personne qu'il a mis en danger de mort pour s'en sortir et ne pas rester coincé. Ses traumatismes, ils sont sur le moment direct, paf, il copie et il devient comme eux. Ce qui explique, pourquoi, quelqu'un est dans lui. Et donc ça permet de le questionner sur sa vie, sur ses choix, sur ce qu'il a fait, de voir un petit peu d'aide à 3, qui est, plutôt nécessaire, parce que derrière il y a un gros obstacle qui arrive. Ils discutent, ils essaient de s'entraider. Ils ont du mal à vouloir tuer Uzuki, parce que c'est un peu la dernière trace vivante de leur ami à l'intérieur, même si c'est finalement une imitation. Donc les 3 se font, rechercher par l'ordre, parce qu'ils sont mal vus de faire une alliance. Et on a le droit à un long affrontement avec Takamura, l'épéiste vieux et silencieux de l'ordre qui a été teasé il y a un long moment et qui a été teasé comme surpuissant. Et effectivement, il est terrifiant. Il parle pas, il est hyper sombre, il se lâche très fort sans prévenir et de manière très violente. Et surtout, il se lâche en 1 contre 3, les personnages quasiment les plus forts de l'univers connu jusqu'ici. Puis en 1 contre 5, il gagne aussi, arrive même à tuer 2 personnes qui se sacrifient pour leurs potes. Et le pire de tout ça, c'est qu'on apprend qu'il a toute sa tête. Et c'est peut-être encore plus terrifiant de le voir lucide et réfléchi que de le voir un peu fou et attaquant au hasard. Fin d'arc violente, qui
affaiblit Uzuki, puis qui le rend plus fort et plus complexe, qui affaiblit l'ordre, et surtout qui mettent un bon rappel de niveau à notre duo principal qui ne l'est pas tout à fait. Et derrière, on a un peu de transition tranquille vers une nouvelle saga, où on nous introduit 3 nouveaux membres dans l'ordre pour qu'ils soient 6 à nouveau. La présentation marche bien, c'est pas montré dans le kill, alors que c'est un peu leur rôle, et c'est ça qui marche bien, c'est un peu original. Et derrière, ça fait douter Sakamoto sur sa famille et sur le fait de les mettre en danger. C'est simple, c'est puissant, c'est Sakamoto. Je prends, écoute. Et voilà qui termine cet épisode. On n'a pas été rapide à l'enregistrer. C'est dommage, hein. Là, l'enregistrement il a duré 1h11, avec un appel de 11 minutes de mon père et des pauses toutes les 2 œuvres traitées. Donc je pense que en montage final, on sera pas loin de la demi-heure. Et j'ai pas trouvé ce temps dans la semaine. Il faut que je l'ai fait après la date de sortie. Ça, c'est vraiment dommage. J'aimerais bien que ça se reproduise pas et j'arrive à enregistrer soit petit à petit, soit très tôt dans la semaine, histoire de me libérer cette tâche de la tête et me laisser libre pour faire d'autres choses. Parce que là, je suis en mode, bah non, je vais pas live maintenant. Bon, déjà parce que j'ai pas le temps entre les tâches du soir et le sommeil, si je veux avoir une nuit correcte. Mais surtout parce que je fais, bah, j'ai pas mon épisode de près. Ça serait con de faire des lives en plus et de me donner du boulot en plus. Donc ça serait bien que je fasse l'épisode de la semaine 42, ce soir ou demain au max, histoire de me libérer et de pouvoir live dans la semaine. Il y a trop de jeux qui sont sortis récemment que je veux faire. Clair-Obscur, Trouble de Rature, Hollow Knight Silksong, Hades 2, Megabonk, bien sûr. On a plein de jeux que j'avais en cours. En plus de tout ce qui est sorti, j'avais plein de jeux déjà sur Steam achetés à moult occasions de promotion. Faudrait que je reprenne la lecture des Shonen Jump en live, parce que là, ça fait une bonne 10... ben, attends, 4 mois 5 mois qu'on n'a pas live. Un jump par semaine pendant 5 mois, ça fait 20 jumps que je lis tout seul dans mon coin. Je fais les weekly shorts sur Trackmania toutes les semaines, c'est dommage de les faire dans mon coin. Alors que ça me coûterait pas grand chose de live en plus. Juste, j'arrive pas à trouver la motivation et je me cache derrière les excuses du temps et de pas avoir fait le podcast. À voir, à voir. N'hésitez pas, comme j'ai dit au début de l'épisode, à me dire comment vous allez en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, à me dire ce que vous avez découvert récemment. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain 15h pour l'épisode 42 de La Lumière Pop de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à comme bientôt.